Es-tu en train de vouloir embaucher ou es-tu en train de vouloir te débarrasser? C'est la question à 1000 sous pour aujourd'hui. Oui, je sais, je parle comme une vieille. Parce que il y a une distinction entre les deux. Et crois-moi, si j'ai fait la distinction, c'est parce que je suis passée par là. Et c'est le sujet de cette vidéo. Parce que si tu es en train d'embaucher pour te débarrasser, eh bien, peut-être bien que tu risques de faire des erreurs qui vont t'amener à de mauvais recrutements parce que tout ce que tu as en tête, c'est en train d'être de te débarrasser. En fait, c'est de te comment je fais pour ne plus avoir à faire ces trucs-là qui me gonflent, d'accord? Cette vidéo est enregistrée dans le cadre du lancement de mon programme Les DS, qui est un coaching de groupe de 4 mois pour un nombre de personnes limité, où on va travailler ensemble comment embrasser ton rôle de CEO et comment mettre en place une structure d'entreprise qui fonctionne en toute autonomie sans ta supervision H24. Parce que qui a envie de remplacer un emploi salarié par son business? Personne. Personne. En tout cas, pas moi. Et je ne crois pas que ce soit le cas de mes clientes non plus. Et je doute que ce soit ton cas. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu veux absolument aller regarder parce que le nombre de places est limité. Donc, tu veux réserver ta place. C'est le programme. On va voir ensemble comment bien recruter les bons candidats, comment recruter les bons candidats, comment former tes nouveaux collaborateurs, employés, peu importe le nom que tu leur donnes, les membres de son équipe. Moi, j'aime bien ce terme-là. On va voir ensemble comment organiser en interne, hein, comment faire en sorte de mettre en place une structure où les gens ne sont pas dépendants de toi, où tu peux te permettre de partir en vacances, d'être malade, de faire ce que tu veux. Bref, ok, c'est ce qu'on va voir ensemble au sein des DS. Mais avant ça, es-tu en train d'embaucher pour te débarrasser? Mhm. C'est la question du jour. Et cette thématique, je l'ai adressée au moment où j'ai décidé d'engager 4 personnes dans mon équipe. Il y a 6 mois de ça. Avant ça, j'avais déjà embauché des personnes et j'avais déjà fait des erreurs liées au fait que je voulais me débarrasser. Et c'est justement l'histoire que je vais te raconter. Donc, cette vidéo que j'ai enregistrée en avance, à la base, je l'avais enregistrée en me disant, ça sera un bon sujet de podcast. Je ne sais pas trop comment je vais l'utiliser. Je ne sais pas, de toute façon, je n'avais pas vraiment officiellement de podcast, mais bref, j'en ferai quelque chose un jour. Bah, elle dormait sur mon ordinateur. Et là, tu sais quoi? C'est le moment parfait pour la diffuser. Vidéo exclusive. Est-ce que tu es en train d'engager pour engager? Parce qu'il y a besoin d'engager? Ou est-ce que tu es en train de te débarrasser? Quand est-ce que c'est le bon moment pour embaucher? Parce que c'est vraiment une question que je me suis posée à de multiples reprises au cours de ces années de business en ligne, au cours de ces 5 dernières années. Et je peux te dire que j'ai eu des phases. J'ai eu des phases où je voulais déguer, d'autres où je freinais des pieds. J'ai tenté d'engager, j'ai aussi échoué dans mes embauches. Et j'ai envie de partager avec toi ce cheminement parce que peut-être que tu es en train de te demander bah, comment savoir quand c'est le moment pour toi de te jeter à l'eau par rapport à ça. Et aujourd'hui, exactement aujourd'hui, eh bien, j'onboard tout d'un coup 3 nouvelles personnes. À vrai dire, c'était prévu 4, mais je crois que cette petite anecdote sera pour un épisode suivant. Et je veux faire la distinction quelque part entre les collaborateurs dans l'entreprise et vraiment les membres de l'équipe à part entière. Et j'ai toujours eu des collaborateurs dans mon entreprise, mais avoir des membres de l'équipe, ça, c'était autre chose. Et j'ai eu énormément de résistance avant de décider de franchir le pas. Et j'ai envie de t'expliquer le pourquoi du comment. Alors déjà, par rapport à c'est quand le bon moment pour déléguer, je crois que la première question à se poser, c'est déjà quels sont tes besoins et en réalité, il faut commencer à engager avant de vraiment en avoir besoin et ça, je crois que c'est vraiment la leçon, que j'aurais aimé avoir depuis le début et en réalité, c'est même pas que j'aurais aimé avoir parce que je crois sincèrement que cette, leçon, je l'ai toujours eue, mais je ne l'ai jamais vraiment entendue et ça, c'est une différente, c'est vraiment une subtilité, c'est que il y a une chose,
une chose de savoir quoi faire, c'est une autre chose de le faire. Et pour moi, ma toute première embauche dans mon entreprise, vraiment, je l'ai faite au début de mon entreprise parce que clairement, pour moi, c'était évident que c'est pas quelque chose que je pouvais faire seule. C'était ma comptable, tout simplement, pour pouvoir faire la tenue finalement des registres, des ventes, des factures et tout ça parce que je savais que j'avais des taxes à payer et j'ai toujours une angoisse, non pas tant par rapport à l'argent, mais juste à l'idée de faire des erreurs qui pouvaient ensuite me coûter cher. Et puis moi, je suis quelqu'un qui aime faire les choses de façon carrée, dans les règles. Donc, j'ai toujours eu cette conscience accrue que la comptable, c'était vraiment la première personne dans laquelle investir. Et je me rappelle qu'au début, ça me paniquait un peu l'idée de, mon Dieu, chaque mois, je vais devoir des centaines de dollars à cette personne et voilà, est-ce que ça va pas être trop lourd et tout. Mais finalement, en fait, quand je me suis rendu compte que ça me prenait une journée par mois à faire ma compta, alors que sûrement il y avait un moyen de mettre en place les logiciels, de traquer, d'automatiser, que juste bah c'était pas mon métier, que je connaissais pas ça et que cette personne ça lui prendrait pas une journée de travail mais seulement 2 heures, ce qui, soit dit en passant, est le cas, eh bien, je me suis dit, bon, bah, finalement, même si je la paye 100, 200, 300 dollars, bah, clairement, je rentre dans mes frais parce que ça va aller beaucoup plus vite pour elle que le temps que moi, je vais investir où je pourrais faire autre chose dans mon entreprise. Donc, ça a été ma première collaboratrice et elle fait toujours partie de mon équipe, des gens, des collaborateurs, voilà, exactement, des collaborateurs avec lesquels je travaille 5 ans plus tard. Et puis pour moi, en fait, ma première, entre guillemets, vraie embauche dans mon entreprise, ça a pris du temps, en fait, entre la comptable et la prochaine personne qui est rentrée vraiment dans l'équipe. Et en fait, c'est plus que du temps que ça a pris un événement. Et cet événement, ça a été un événement personnel dans ma vie qui a été la rupture avec mon ex. Et si tu me suis sur les réseaux, tu sais que ça a été vraiment un point tournant dans mon parcours personnel et dans l'histoire de mon entreprise, parce que c'est là que les choses ont commencé à s'accélérer de façon assez paradoxale, si j'ai envie de dire. En fait, quand mon ex à l'époque m'a quittée après 7 ans et demi de relation, j'étais complètement anéantie et la seule chose qui me raccrochait à la vie, j'ai envie de dire, je sais que c'est dur de dire ça, c'est des termes assez durs, mais presque, vraiment la seule chose qui me permettait de garder le cap, voilà, pour être beaucoup plus juste, bah, c'était mon business. Et que au moins tout s'effondre dans ma vie. Genre, j'ai plus de mec, j'ai plus de maison, j'ai plus de famille dans le sens où on est en train d'avoir un projet de construire notre propre famille. Enfin, tout s'effondre, je savais plus quoi faire de ma vie, littéralement. Est-ce que je restais vivre au Canada? Est-ce que je rentrais en France? Qu'est-ce que je faisais? J'étais perdue. Mais au moins, il y avait une chose de sûre. Et cette chose de sûre, c'était mon entreprise, ok? Donc, je voulais pas tout foirer avec mon entreprise parce que c'était la chose qui gardait le cap, qui m'apportait de la satisfaction, qui me rendait heureuse, qui me donnait une motivation à faire quelque chose de ma journée, ok? Donc, puisque tout s'effondrait en parallèle de ça, euh, mon réflexe n'a pas été de me plonger tête la première dans le travail. Vraiment, j'avais une conscience accrue que j'avais besoin de me retrouver, de faire le point sur ma vie, de me recentrer, vraiment de retrouver un peu de la clarté, de faire le deuil en fait, de faire le deuil et tout. Et donc, je suis partie vivre au Mexique. Et quand je suis arrivée au Mexique, bah, ma préoccupation première, c'était de prendre soin de moi. Ce qui veut dire que, en fait, à cette époque-là, j'ai commencé à communiquer sur les réseaux que je recherchais une assistante virtuelle pour qu'elle puisse notamment répondre à mes emails. Parce que ça, c'était vraiment une tâche qui ne m'éclatait pas du tout. Et en fait, parce que à ce stade-là, quand je suis arrivée au Mexique, mon entreprise avait 3 ans et dont 2 ans d'activité. 2 ans, hein. Attends, je vérifie. 2 ans ou 1 an? Je sais plus, mon Dieu, je me mélange les années. Moi, je suis très, très, très mauvaise pour replacer les événements dans une timeline. Je sais plus si ça faisait 1 an ou 2 ans.
je crois que ça faisait 1 an que j'avais quitté mon emploi. Bon, enfin bref, est-ce que ça a vraiment une importance? Pas tant que ça. Mais le point est que je commençais quand même à avoir un petit peu de la bouteille. Et du coup, j'avais vraiment pas envie du tout de continuer à faire certains trucs qui me semblaient barbants, surtout dans cette phase où j'avais qu'une seule préoccupation qui était d'avoir du temps pour moi, de me concentrer à mon bien-être, de profiter des plages du Mexique, des sorties, de rencontrer des gens, de vraiment revenir à moi en fait. Et je voulais que mon entreprise continue de tourner, elle tournait au niveau des clients, des revenus, ça c'était pas vraiment un souci, mais j'avais pas envie de rester enfermée chez moi parce que j'avais des trucs techniques à gérer, des emails à répondre. Je voulais juste le fun en fait, je voulais juste le fun. Et du coup, j'ai fait un message sur les réseaux et finalement, c'est là que j'ai fait rentrer ma première assistante qui était aussi une amie. Et je pense d'ailleurs que la raison pour laquelle je l'ai engagée, c'est parce qu'avant tout, c'était une amie, que je savais que c'était une nana qui était sérieuse et qu'elle allait faire le travail. Et en fait, quand je vois vraiment le cheminement de tout ça, je me rends compte et je veux que vous compreniez que mon état d'esprit lors de cette première embauche, le premier membre de l'équipe, c'était je veux vraiment m'occuper de rien, s'il te plaît, occupe-toi des choses. Et mon erreur là-dedans, ça a été que finalement, comme je ne voulais pas m'occuper de quoi que ce soit, ça a été un transfert de compétences qui a été un peu fait à l'arrache, quoi. Et en même temps, je savais que mon entreprise, elle était au début de son parcours et que donc forcément, ça allait être messy, comme on dit en anglais, un peu le bazar, mais c'est ok, tiens, on va se débrouiller. Puis en plus, c'est une copine, elle comprend, elle sait, elle me connaissait avant que l'entreprise démarre. Voilà, c'était ok pour tout le monde que ça soit pas parfait et ça m'allait très bien parce que je voulais juste me débarrasser des choses que j'avais pas envie de faire. Donc, en termes de laisse tomber onboarding, zéro onboarding, quand je vois aujourd'hui comment j'ai fait des choses et on va s'en parler, ça fait juste rien à voir. C'était juste, ok, voilà le logiciel, genre Planoly, ça marche comme ci, comme ça, je te montre vite fait durant un call Zoom en 10-15 minutes, t'as compris? Ok, parfait, vas-y, fais-le. Et zéro procédure, zéro rien du tout. Donc, j'ai envie de le dire que la pauvre, voilà, elle s'est débrouillée tant bien que mal à répondre à mes attentes. Et en fait, il faut que vous sachiez que tout ça, c'est des solutions temporaires. Vraiment. Parce que pour moi, à cette époque-là, le recrutement, et après elle, ce qui s'est poursuivi pendant une année, c'est que j'avais un besoin. Ah, je veux quelqu'un qui s'occupe de mon Pinterest. Ah, je veux quelqu'un qui s'occupe de mes ads. Ah, je veux quelqu'un qui j'engage encore, de faire les montages de mes vidéos. Ok? Et à partir de là, je faisais jouer le bouche à oreille, en fait. Je demandais aux gens, ah, tu connais quelqu'un, tu connais quelqu'un, tu connais quelqu'un. Et j'ai eu d'excellentes recommandations comme ça. Et je pense notamment à la personne qui faisait les montages de mes vidéos YouTube et qui, quand je me remettrai pour de vrai à YouTube, sera définitivement la personne que je vais recontacter. Il y a des références comme ça qui ont été parfaites. Et puis, il y a d'autres références, d'autres recommandations qui m'ont été faites qui étaient pas parfaites. Et ça veut pas dire que c'était pas des bonnes recommandations dans le sens où la personne faisait mal son travail ou quoi aux caisses, mais en tout cas, ça ne répondait pas à mes attentes en termes de qualité, de délivrabilité, je crois que c'est ça qu'on dit. Mais en même temps, rappelez-vous, j'étais dans une optique de je veux me débarrasser. Et ça, c'est vraiment pas, je vous le dis aujourd'hui, pour en avoir conscience, la bonne mentalité. Parce que le je veux me débarrasser implique que tu cherches quelqu'un qui sait déjà faire son métier. Et il n'y a rien de problématique avec ça. Mais si tu donnes pas de cadre en termes de voici exactement ce que je veux que tu fasses, voici mes standards d'opération, voici mes attentes, bah comment est-ce que tu veux que la personne elle soit en mesure de te livrer si toi tu n'es pas clair? Et je crois que le meilleur exemple que je peux vous citer par rapport à ça, c'était par rapport à, pour moi ça avait été une collaboration pour Pinterest. Et en fait, même si j'ai toujours cette démarche de je veux me débarrasser, vas-y, tu prends quelqu'un qui sait faire, t'es censé faire ton métier, je vais pas t'expliquer quoi faire, et que j'attendais le résultat et que je fais les choses un peu à la cool, mais j'ai cette conscience professionnelle qui fait que, en fait, par exemple pour Pinterest, clairement à la fin de chaque mois, moi j'attendais des rapports.
Et le premier mois, je n'ai pas eu de rapport. Le deuxième, je dis j'aimerais bien un rapport. Ça s'est transcrit par des chiffres sur un Google Doc et tout. J'étais, mais qui fait ça? Et je voyais, et donc je dis, ok, alors je voudrais que tu me donnes ça. C'est le troisième mois, j'ai commencé à être beaucoup plus spécifique. Je veux voir l'évolution d'un mois sur l'autre. Je veux voir qu'est-ce qui performe pas, etc. Et quand là, le document livré n'a vraiment pas répondu, là, j'ai mis un terme à la collaboration. Parce que il faut aussi quand même se dire que c'est pas parce que vous n'êtes pas hyper au carré sur exactement quelles sont vos attentes et que vous livrez tous les templates, les documents à remplir, etc., que vous n'avez pas le droit d'attendre ça de la part de votre collaborateur. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime les chiffres. J'essaie tant de faire que ce peut d'être une bonne gestionnaire. Moi, j'aime les chiffres. Moi, je prends plus des décisions sur l'émotionnel de ça me fait plaisir, ça me fait pas plaisir. Ça me fait plaisir. Ok, est-ce que ça performe? Parce que si ça performe pas, alors dans ce cas, peut-être que c'est bien beau, mais c'est peut-être pas la priorité pour le business. Et oui, et là, ça, c'est une mentalité de CEO parce que je vois trop souvent sur les entrepreneurs en ligne qui sont là, il faut être dans ce qui te fait vibrer, ta zone de génie, et c'est vrai, mais à un moment donné, les actions, elles doivent aussi être stratégiques, elles doivent être intentionnelles. Si ça fait pas avancer ton business, est-ce que ça fait du sens? Non. C'est la priorité, elle doit toujours être... Enfin, en tout cas, si tu es en business, ta priorité, elle doit être sur faire grandir l'entreprise. Donc, des actions qui sont porteuses de sens pour l'entreprise, pour toi aussi, on peut tout à fait concilier les deux. Bon, je referme la parenthèse par rapport à ça. Donc, en fait, voilà. Mais pendant la phase 1 de mon entreprise, c'était... Non, ok, la phase 0, c'était je fais toute seule. Et puis, il y a eu l'empoche de ma comptable. Et je vais me débrouiller tant faire que ce peut par moi-même. Ensuite, phase 1, ok, je commence à faire appel à des collaborateurs. J'ai pas vraiment d'idée hyper précise de qu'est-ce que je veux, comment je le veux, etc. Je vais juste essayer aux recommandations parce qu'on me dit que cette personne a fait bien son travail. Alors dans ce cas-là, je vais engager cette personne et on va voir ce que ça donne. Ça passe ou ça casse. Ok? Et puis il y a eu un tournant. Et ce tournant, ça a été la création du programme des impératrices. Parce que la façon dont mon programme des impératrices est construit nécessite, si tu veux scaler, d'avoir, de créer une équipe, en fait. C'est vraiment pas un modèle qui peut se gérer seul. Pourquoi? Parce que le programme des impératrices, alors, c'est une formation, c'est plusieurs choses, en fait. Il y a plusieurs composantes. Il y a une partie formation en ligne, alors ça, on est d'accord que ça se gère en autonomie, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il y a une partie appel de groupe et il y a une partie, en fait, où les clientes peuvent envoyer chaque semaine leurs travaux pour correction, pour review. Ok? Donc, plus tu as de clientes, plus chaque semaine tu reçois des documents à traiter. Et forcément, ça se traduit, ça s'ajoute des heures et des heures et des heures de travail. C'est un travail qui est hyper qualitatif pour les clients, que je pense apporte énormément de valeur parce que le problème souvent avec les formations en ligne, c'est que oui, on a la théorie, c'est bien beau, mais on est livré à nous-mêmes pour nous le faire. Il n'y a personne qui a un regard extérieur pour nous dire est-ce que c'est ok ou pas et comment réajuster et éviter des erreurs de positionnement, de discours de vente, etc. Et c'est ça le but des impératifs, c'est vraiment de tout apporter. Donc, le souci, c'est qu'encore une fois, plus il y a de clients, plus il y a de clients à servir. Sur les reviews, sur répondre aux questions dans le groupe Facebook, le service à la clientèle, le suivi, etc. Ce qui fait que ça, je peux gérer seule jusqu'à un certain point. Et je le savais quand j'ai démarré les impératrices sous ce format-là. Je le savais, mais j'ai eu énormément de résistance avant de me dire, ok, Anne-Lise, il va falloir recruter une coach, il va falloir former une coach. À vrai dire, ça m'a pris exactement 9 mois avant que ça se passe. Alors que depuis le jour 0, je savais très bien, parce que ma coach me le répétait, ma mentor, plus exactement, me le disait, Anne-Lise, il va falloir que tu recrutes plutôt que tu ne le penses, avant même que tu penses que ce soit nécessaire. Et moi, je me disais, non mais ça va, j'arrive
j'arrive à m'en occuper toute seule. Les reviews, bah écoute, si ça me prend 2, 3 heures, 4 heures, une journée dans la semaine, c'est ok. Non, c'est pas ok. C'est pas ok du tout. Parce que j'ai d'autres choses à faire. J'ai les lancements à organiser. Parce que, en fait, encore une fois, jusqu'à ce stade-là, j'étais moi et mon assistante. Donc, en gros, je faisais tout. Je faisais la stratégie Instagram, les stratégies de vente, la rédaction des posts, je faisais les lives, les emails, les pages de vente, c'est moi qui les rédigeais mais qui les créais, absolument tout. Je te dis tout, je faisais tout, d'accord? Donc, en janvier, je me suis dit, ok, je vais effectivement commencer à lancer un processus de recrutement. Mais j'étais toujours dans cette mentalité de je veux embaucher parce que je veux me débarrasser. Ok, c'était pas dans une idée, il est temps de structurer mon entreprise et de poser des bases saines. Non. Alors à nouveau, j'y suis allée pas tant par recommandation que commencer à faire jouer mon réseau, les gens que je connais et des nanas que je me dis cette personne-là serait un excellent ajout à l'équipe. Et en fait, moi j'adore l'univers parce que l'univers par rapport à ces recrutements, à partir de ce moment-là, m'a envoyé des leçons, des pépites que je partageais avec toi. Je peux te dire que faut écouter. Il faut écouter l'univers, il faut écouter son intuition, il faut écouter les signes parce que ils sont là pour te dire quelque chose. Alors, la première personne que j'avais spotée pour ce poste, excellente coach. Mais j'avais des doutes un petit peu en termes de symbiose, de personnalité, etc. Et en fait, cette personne a commencé à me poser tout un tas de questions tout à fait légitimes quant à son embauche. Ok, ça va être sur quel statut, c'est combien d'heures de travail, c'est quoi les commissions à la vente, est-ce que tu as prévu un processus de formation, et tatati, et tatata, plein de questions. Parce que cette personne-là, c'est une personne que je connaissais de mon réseau, une bonne connaissance et tout, donc il y avait cette liberté de dialogue. Puis moi, je suis hyper transparente, et même aujourd'hui avec les personnes avec lesquelles je travaille, sur voilà où on en est, ça va pas être parfait, mais je te promets de faire mon mieux, ok? Donc il y avait vraiment une ouverture de dialogue. Mais ce qui fait que très rapidement, en fait, ce que ça a créé chez moi, ça a été énormément de résistance, parce que déjà que je me sentais pas hyper prête à l'idée de déléguer, parce que je voyais le truc comme énorme, va falloir que je forme la personne et tout, ça va me prendre du temps, nanani, nanana. Bah alors en plus, là, elle me posait tout un tas de questions, sur vraiment des questions administratives aussi et tout, où j'avais pas les réponses. Et elle avait raison de poser des questions. Moi, je veux renforcer le fait qu'elle avait totalement raison, c'était totalement justifié, mais j'avais pas les réponses. Et déjà que j'étais pas hyper à l'aise avec sa personnalité, parce que ça me mettait la pression, alors le fait qu'elle me pose plein de questions auxquelles j'avais pas des réponses, et bah du coup, moi, j'ai mis tout ça sur le tapis. Pendant 9 mois, parce que 9 mois c'est aujourd'hui, mais j'ai mis tout ça sur le tapis pendant 6 mois. 6 mois entiers. J'ai fait laisse tomber, moi j'en embauche pas de coach, parce que c'était ça vraiment le besoin numéro 1 en prévision de l'expansion des impératrices. Voilà. Et je pense que en tant que tel, j'ai bien fait d'écouter mon intuition sur ne pas me lancer avec cette personne, parce que ensuite l'univers m'a donné d'autres leçons du même registre sur la suite des processus d'embauche. Mais le fait est que du coup, j'ai commencé à prendre beaucoup sur moi pour faire fonctionner les impératrices à la hauteur de la qualité de service que je veux fournir. Et j'ai l'impression que, je sais pas, ces 6 derniers mois, ils sont passés à une vitesse, parce que juste, je bossais. Et je peux te dire que j'arrivais... Enfin bon, ok, tout est relatif, je travaillais pas non plus les soirs et les week-ends, faut pas déconner. Mais quand même, quand je juxtaposais ça avec la vie que j'avais au Mexique, où je travaillais 2 à 3 heures par jour tout cassé, tu vois, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais what the fuck? Elle est passée où ma vida loca, là, tu vois?
Alors, entre les deux, on est d'accord qu'il y a eu le confinement à Montréal qui fait que de toute façon, j'étais enfermée toute seule, donc j'avais que ça à faire travailler. Donc, je crois que j'ai commencé à prendre des mauvaises habitudes là-dedans. Et puis surtout, mon entreprise, du coup, a vraiment commencé à exploser en termes de chiffre d'affaires, de clientèle. Donc, forcément, beaucoup plus de choses aussi à gérer. Et en fait, cette année qui vient de s'écouler a été vraiment placée sous le signe de la structuration. Donc, en juin, qu'est-ce qui fait que j'ai décidé de y aller, mais différemment. Et qu'est-ce que j'ai fait de différemment? En fait, le fait de regarder, d'analyser le pourquoi, du comment, pourquoi en fait je résistais autant à l'idée d'engager, qu'est-ce qui me faisait peur en fait vraiment là-dedans, et bah ça m'a permis de désamorcer la bombe, j'ai envie de dire, de déconstruire mes croyances et mes peurs pour ensuite faire les choses autrement. Et en fait, mes peurs derrière, c'était déjà d'être responsable de personne. Et ce que je veux dire par là, pour moi, mon souci numéro un, c'était je vais avoir moins de temps. J'avais vraiment pas envie d'avoir d'obligation en termes de temps vis-à-vis de quelqu'un. Moi, je suis une personnalité je suis un peu un loup solitaire, quoi. Vraiment, dans ma vie perso, je suis bien seule et tout. Et vraiment, mon entreprise, moi, j'ai jamais construit mon entreprise avec une optique de construire un empire, avoir le maximum d'employés. Non, ça n'a jamais été mon délire. Moi, j'ai fait juste ça pour moi toute seule parce que je voulais un boulot faire un truc qui me plaise, être payée pour quelque chose qui me motivait le matin. Point, basta, ok? Donc, moi, juste faire mes posts Instagram le matin, le live l'après-midi, un appel de groupe par semaine, ça m'allait bien, tu vois. C'était largement suffisant pour moi, j'en voulais pas plus. Je suis en train de perdre le fil complètement de ce que je suis en train de te raconter. Excuse-moi, je me perds, je me mélange. Mais mon point, c'est que, oui, ce qui a changé la peur, c'est que du coup, je voulais, tu vois, l'idée de, je vais avoir des meetings, va falloir que je rende des comptes, c'est-à-dire que, bah, tu sais, quand tu travailles avec une équipe, bah, forcément, les gens, ils ont besoin de tes validations, de tes feedbacks, enfin, tu sais, c'est normal, j'ai envie de te dire, t'es la boss, donc c'est toi qui te donne le rythme, en fait, et avoir, du coup, des obligations, vraiment, j'avais pas envie d'avoir des obligations. Et je crois que ça participe aussi de la vie, du style de vie dans lequel j'étais. On en a parlé dans l'épisode 2, je pense, l'épisode précédent. Je t'expliquais en fait que j'avais vraiment une vie instable géographiquement et du coup, c'était difficile pour moi d'envisager de m'engager vis-à-vis d'autres personnes parce que j'avais déjà du mal moi-même à trouver un équilibre en fait et je le voyais vraiment comme quelque chose qui allait m'alourdir en fait et me compliquer la vie plutôt que me la simplifier. Comme quoi, tu vois, dis ça à voix haute, je me rends compte combien c'est stupide. Voilà, j'ai envie de te dire. Et vraiment, ma résistance, elle venait de là. Je voulais pas d'obligation, je voulais pas de responsabilité. J'avais peur du temps que ça me prenait. J'étais pas sûre de pouvoir vraiment arriver à gérer les choses. Puis en plus, j'avais aucune idée de comment m'y prendre d'un point de vue administratif. Ça me paraissait une montagne. Et d'ailleurs, et ça, ce sera certainement le sujet d'un autre podcast, c'est ce qui m'a poussée à faire un investissement à 10 000 $ qui a été complètement inutile. Donc, quand vous réfléchissez à investir dans quelque chose, posez-vous la question d'où ça vient. Est-ce que c'est une décision prise par peur ou par nécessité? Et moi, dans mon cas, c'était par peur. Je sais pas comment gérer, construire une équipe, alors ça va me donner les réponses miracles. Wallo que dalle, complètement faux. Mais bon, bref, ça, ceci est un autre débat. Donc, en fait, en regardant ça, parce qu'aujourd'hui, ma vie, c'est beaucoup plus posée. Je me suis mariée, j'habite dans une maison. Ça fait 1 an que j'habite au même endroit, même si, bon, il y a eu des allers-retours avec le Mexique. Mais vraiment, j'ai posé mes valises. Ça m'a permis de regarder les choses autrement, d'avoir la disponibilité d'esprit à commencer à voir les choses sous un autre angle par rapport à mon business, par rapport à l'entreprise.
Et du coup, j'ai cette ambition donc d'atteindre le million de dollars. Et je le sais bien, je fais les mathématiques. Moi, je te l'ai dit, je suis une pragmatique, une businesswoman. J'aime analyser des scénarios. Et donc, de façon hyper pratico-pratique, pour atteindre le million, ça me veut dire X clientes. Si déjà aujourd'hui j'ai 60 clientes, ça représente 4 heures de review par semaine, plus les nanana, plus tatati patata, ça veut dire que si je veux atteindre le million, ça veut dire tant de clientes actives, ça veut dire tant d'heures de travail, et no way que je fais ça. Non, non, je veux déléguer. Et puis ça concourt aussi à la mise en place de ma vision qui est que là aujourd'hui je pense que sur les réseaux sociaux j'ai vraiment réussi à construire l'image de l'impératrice, de la femme forte qui se donne les moyens de ses ambitions pour accomplir quelque part sa mission de vie. Je caricature mais c'est vraiment l'idée d'accomplir ce qu'elle veut atteindre en termes d'objectifs. Et en fait, aujourd'hui, je commence à avoir une aspiration un peu professionnelle, pas différente, mais complémentaire. Et j'ai vraiment envie, en fait, de me construire aussi une équipe de femmes fortes qui vont être là pour contribuer à la mise en place de cette vision d'entreprise, vraiment. Et d'ailleurs, les femmes que j'ai recrutées aujourd'hui sont vraiment des personnalités de femmes. Tu sens qu'elles en veulent, qu'elles sont hyper dynamiques, etc. Elles sont un peu comme moi. Je trouve qu'elles sont le meilleur de moi, mais avec leur propre petite touche, leur propre expertise que je n'ai pas nécessairement, bien évidemment, parce que on est complémentaires et je trouve que ça, c'est assez puissant. Et ça me parle de construire une équipe de femmes comme ça qui vont l'idée d'autres femmes. Donc, parce que j'ai envie de mettre en place cette vision, là, je me dis, ok, de quoi j'ai besoin pour arriver à mettre ça en place. Et je pense que peut-être aussi il y a une espèce de maturité en termes de croissance d'entreprise où je vois les trucs qui marchent pas, et je vois bien que avec mon assistante il y avait des choses qui marchaient pas, et pas à cause d'elle mais à cause de moi. Ok, parce qu'il y a beaucoup de choses que moi je continuais à faire par moi-même parce que je me disais, en plus c'est ma pote, bon voilà, elle a un travail à temps plein, elle a un bébé, je vais pas lui demander ça, je vais le faire moi-même. Ah, c'est ok si elle le fait pas à ce moment-là, voilà, c'est pas sa priorité, c'est normal. Mais sauf que, en fait, ça fonctionne plus ça pour moi, parce que l'entreprise évolue et grandit. Et je pense qu'une des leçons majeures aussi à retenir si je peux t'apporter des éléments par rapport pour toi à penser, à mûrir, c'est que les personnes qui t'ont permis d'arriver où tu es aujourd'hui ne sont pas celles qui te permettront d'arriver là où tu veux demain. Et c'est pas nécessairement de leur faute, c'est juste que c'est normal en fait. Et j'ai envie de dire que en fait, avec mon assistante, mon amie, il y avait ce problème que moi j'avais tendance à prendre sur moi, des choses que j'aurais dû lui confier, et j'avais de la difficulté à être peut-être exigeante ou plus carrée, etc. avec elle parce que on était dans une relation amicale avant tout. Et puis aussi, je sais qu'il y a des moments où je lui ai donné des opportunités de prendre davantage d'envergure dans l'entreprise et qu'elle n'a pas nécessairement saisi l'opportunité pour diverses raisons. Ok ? Et donc bref, là, j'ai fait le choix d'embaucher plusieurs personnes. Et je vais te dire exactement les postes et comment j'ai procédé, encore une fois, de façon bien plus structurée que de la recommandation. J'ai ouvert plusieurs positions. J'ai ouvert le poste donc de coach, qui était le poste en premier. J'ai ouvert le poste de Operation Manager, qui vraiment consiste en fait à justement gérer. En fait, c'est quelque part de la gestion de projet. Vraiment, moi, je la vois comme la chef d'orchestre de mon business dorénavant. C'est-à-dire que on a un projet lancement. Et je lui explique, ok, voilà ce que je vais accomplir. Et à partir de là, c'est elle qui va définir, ok, alors pour mettre en place cette vision, de quoi on a besoin? On a besoin de mettre en place le calendrier, d'avoir tel email, d'avoir une page de vente, tatati, tatata. Et c'est elle qui va dire, ok, telle personne, tu fais ci, ça, voici les deadlines. Donc c'est ça qu'elle va faire pour moi, mon Operation Manager, et elle va mettre en place la structure nécessaire
pour que les choses soient faites en temps et en heure. Et ça, c'est moi qui faisais ça jusqu'à présent. D'ailleurs, c'est moi qui faisais tous les rôles de toute façon. Donc, une poste de coach, une poste de Operation Manager. Et en fait, dans mon recrutement d'Operation Manager, j'ai pris conscience qu'il y avait en fait, toujours besoin des tâches plus exécutionnelles, hein, de service à la clientèle, de répondre aux emails, de créer les pages de vente, de programmer les emails, blablabla. Et ça, c'est vraiment du registre d'assistante virtuelle. Et on paye pas une assistante virtuelle comme on paye une operation manager. Donc, tu as tout intérêt à trouver une virtual assistant qui va te faire ça, pas du tout pour le même prix qu'une operation manager. Et puis, de toute façon, c'est son métier. Et là, j'avais vraiment l'idée de je vais recruter quelqu'un dont c'est le métier, qui fait ça toute la journée. Et comme ça, j'aurais plus cette espèce de sentiment de culpabilité à demander, puis du coup à prendre sur moi et tout et tout. Et enfin, il y a une quatrième position que j'ai ouverte qui est le poste de content manager parce que en fait, j'ai aussi une grosse réalisation cet été, toute simple, qui était que je me disais, je voudrais... je me rappelle de cet newsletter que j'avais écrit un bout de temps et tout, c'était un bon texte, je pourrais le reprendre, remettre à jour, puis l'envoyer à nouveau. Et là, j'ai réalisé que le texte est daté de 2017 et que j'avais genre 150 newsletters avec à l'intérieur des pépites. Et je me dis, mais attends, mais j'avais déjà conscience que j'avais besoin d'une content manager pour mon Instagram, pour me faire les visuels. Mon rêve, c'est quelqu'un qui m'écrive tous les posts et tout. Mais là, je me suis dit, mais attends, mais j'ai des années et des années de contenu. J'ai besoin de quelqu'un à temps plein qui va aller regarder dans ses archives et qui va ressortir des nuggets et qui va m'en faire des trucs extraordinaires, quoi, des nouveaux posts et tout. Donc, c'est ça les 4 positions. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé de faire les choses bien. Et de faire les choses bien, ça se traduit sur plusieurs niveaux. Ça a été déjà vraiment mettre en place un circuit d'embauche, c'est-à-dire écrire une fiche de poste, déjà une annonce, rien que ça, quelque chose que j'ai jamais fait, parce que du coup, ça te demande de mettre au clair, c'est quoi tes attentes, qu'est-ce que tu veux que la personne elle fasse et tout ça, tu vois, première chose. Donc ça, et puis tu sais, toute une campagne de recrutement avec 3 entretiens d'embauche, un entretien de 15 minutes, un entretien de 1 heure, et un projet test. Donc vraiment 3 étapes de recrutement qui sont hyper importantes. Et je peux te dire que mon Dieu, heureusement que je l'ai faite parce que ça permet de vraiment tout de suite de voir, d'identifier les profils. Ça a été vraiment la majeure différence. Alors, je l'ai communiqué sur mes réseaux, j'ai demandé à des amis de communiquer sur leur propre réseau, et là, j'ai vraiment reçu des candidatures qui m'ont permis de faire une vraie sélection et d'avoir donc des vrais candidates qui soient en phase avec qu'est-ce que je veux, en fait, et voilà, j'ai envie de dire. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième, c'était toute la partie onboarding. C'est, en fait, penser en amont, ok, qu'est-ce que je mets à leur disposition pour qu'elles soient en mesure de faire leur travail du mieux possible. Mais ça, je pense que ça va être important que j'en fasse un épisode dédié parce que ça a été un énorme travail. Il n'est même pas terminé, à vrai dire, ce travail de structuration. Mais je peux dire aujourd'hui que je me sens enfin sereine par rapport au fait que si je dois m'absenter pendant plusieurs mois, il y a presque tout qui est mis sur papier sur qu'est-ce qui doit être fait et que donc je vais vraiment avoir des personnes qui vont être à même de prendre le relais. Et ça, c'est un vrai soulagement. Donc finalement, pour répondre à la question, quand est-ce que j'ai su qu'il fallait déléguer? Je l'ai toujours su. Par contre, quand est-ce que je l'ai fait? Ça, c'était une autre histoire que je viens de te raconter. Et je pense que c'est important de déléguer, en fait, avant que ça devienne urgent, honnêtement. Et je crois que je suis sûre que j'ai trop attendu, à vrai dire, que ça aurait été plus simple pour moi de le faire plus tôt. Mais bon, voilà, c'est comme ça, j'ai envie de te dire, et puis on fait avec. Et je crois que dans une optique, justement, d'un jour embauché, la meilleure chose que tu puisses faire aujourd'hui, même si aujourd'hui tu n'es pas prête pour différentes raisons ou que c'est juste pas le bon moment d'embaucher, c'est de commencer à documenter comment tu penses et ce que tu fais. Parce que ça, c'est le plus difficile à transmettre, en fait. Et quand on est tout seul, on a tendance
Bah, en fait, on documente pour personne parce qu'on fait juste pour nous-mêmes. Et mon problème, si, avec mon assistante au tout début, c'était que bah, je documentais pas, je le montrais vite fait et puis voilà. C'est une grosse erreur parce que c'est ce qui fait que tu te retrouves à toujours faire toute seule. Et ça prend du temps de documenter, mais ça vaut la peine parce que du coup, il y a des procédures. Et j'ai envie de te faire un parallèle si tu as déjà travaillé en entreprise ou pour des collectivités, peu importe. Quand tu arrives sur un nouveau poste et que tu as zéro trace de qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire, bah, tu pestes un peu parce que tu te dis, ouais, la personne, elle a pas fait son boulot. Bah là, cette personne qui fait pas son travail, c'est toi, en fait. Et parce que dans toute entreprise digne de ce nom, il y a des procédures, il y a des règles, il y a des tutoriels, tu vois. Et c'est ça qu'il faut parce que tu vas pas rester seul dans ton entreprise pour toujours. Enfin, je te le souhaite pas parce que ça veut dire que tu dois être multicasquette et être multicasquette, c'est fatigant. Et, et surtout si tu es ambitieuse comme je le suis, avec une envie de vraiment pousser ton business jusqu'à où c'est possible de le pousser, c'est clair que tu le feras pas toute seule. Sinon, tu vas juste être dépassé, démoralisé, épuisé. Et c'est pas ça que tu veux, c'est pas la raison pour laquelle tu le fais, c'est parce que ça te fait vibrer, ça te passionne, etc. Donc, voilà, meilleur conseil d'aujourd'hui, commence à documenter ne serait-ce que des choses simples sur comment tu gères ta boîte mail. Euh, et quand je dis comment tu gères ta boîte mail, à quoi on s'inscrit, à quoi on se désinscrit, quel filtre on met en place, dans quel délai on répond, est-ce que tu as des réponses types en fonction des cas de figure et de commencer vraiment à documenter tout ça. Des choses aussi simples que ça, rien que ça déjà, c'est hyper utile. Donc voilà un petit peu mon retour d'expérience sur quand est-ce que j'ai su déléguer. Je me mets une petite note qu'il va falloir que je te parle dessus son intuition aussi pour engager. Et on se reparle très vite. Alors, j'espère que tu as bien compris la différence entre engager parce qu'il y a besoin d'engager pour ton entreprise, pour aller plus loin, pour croître, et puis il y a engager pour se débarrasser parce que j'en ai ras-le-bol de faire ces trucs qui me saoulent. C'est pas que c'est un problème d'engager parce qu'il y a des choses qui te saoulent. C'est plutôt la façon dont tu vas t'y prendre pour recruter qui pourrait être dommageable à ton entreprise sur le court, moyen et long terme, j'ai envie de te dire. Et c'est là-dessus que tu veux être vigilante. Si tu veux être le mieux accompagné possible pour lancer tes processus de recrutement, faire agrandir, parce que faire agrandir, c'est pas très français, agrandir ton équipe, avoir vraiment une structure qui peut-être aujourd'hui, tu es juste toi et puis tu veux juste avoir ton assistante ou peut-être même que tu l'as déjà, mais tu sais, tu as une vision pour le futur où tu te dis qu'il va y avoir besoin, à un moment donné, peut-être d'avoir une coach, d'avoir une operation manager ou une OBM, peu importe, mais tu veux avoir la structure pour faire entrer ces gens dans ton entreprise. Tu veux avoir la structure pour accueillir plus de clients qui vont venir avec cette croissance d'entreprise. Et c'est exactement ça dont on va parler et sur lesquels on va travailler en fait au sein des DS. Donc, envoie ta candidature, ça prend même pas 2 minutes de candidater. Et vu que le nombre de places est limité, je serai toi, je n'attendrai pas parce que aussitôt que le groupe sera complet, ce sera complet. OK? Donc, rendez-vous sur anneliesgacalabourdier.com/DS au pluriel. J'ai hâte de démarrer avec toi sur la structuration de ton business et la construction ou l'agrandissement de ton équipe. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!